Un tout petit peu d'histoire du geste d'or, très très brièvement. L'ONF concourt au geste d'or. Nous rencontrons à travers notre siège de Salbris en Sologne, au cours d'une réunion que j'organise, le CNPF, c'est-à-dire non pas le patronat français qui n'a plus ce nom, mais le patrimoine forestier. Les deux organisations qui sont d'ailleurs de l'État, mais qui s'occupent du patrimoine public et du patrimoine privé de la forêt, disons, se connaissaient assez mal, nous ont demandé de faire un peu plateforme. Nous-mêmes, nous reprenons des grandes propriétés aujourd'hui au geste d'or, dont le Moulin d'Andé. Nous deviendrons gestionnaires à travers un fonds d'investissement que nous déléguons. Et donc, nous avons pris contact avec ProSilva, qui est en somme une association qui fait le lien entre les propriétaires et la forêt, et à laquelle nous accordons une certaine reconnaissance de compétences. La parole au directeur de ProSilva. Bonjour à tous, et puis merci de me donner cette occasion, de me donner cette audience pendant quelques minutes. Je vais essayer d'aller très vite, j'ai beaucoup de choses à vous raconter en très peu de temps. En gros, ProSilva France, c'est une association d'utilité publique qui existe depuis un petit peu plus de 30 ans maintenant, qui regroupe des gestionnaires et des propriétaires forestiers et qui sont là pour promouvoir une certaine façon de cultiver les arbres. Donc le terme de sylviculture, peut-être certains d'entre vous ne sont pas familiers avec ce terme, qu'on appelle plus communément sylviculture mélangée à couvert continu, donc que je vous expliquerai plus tard dans la présentation. On parle aussi de futaies jardinées, futaies irrégulières, bref, il y a pas mal de termes pour parler plus ou moins de la même chose. Tout d'abord, quelques petits rappels. Aujourd'hui, quand on parle de forêt, on parle beaucoup de bois, de récolte de bois. D'un point de vue économique, la forêt et la filière forêt-bois, c'est 450 000 emplois en France, donc c'est pas rien. Mais la forêt, c'est pas que ça, c'est pas que le produit qu'on peut en sortir pour nous, nos usages humains, c'est également, bien évidemment, de la biodiversité. C'est également de l'infiltration, de la filtration d'eau. Ce sont des sols fertiles avec encore beaucoup de choses que l'on ne connaît pas sur les interactions entre les arbres, les interactions avec les champignons, avec les bactéries. C'est un lieu de loisirs, bien évidemment, de nombreuses personnes, les chasseurs, les chasseuses, les cueilleurs, cueilleuses, les randonneurs, les vététistes, tout ce petit monde-là se retrouve en forêt. C'est également un puits de carbone, et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui pour pouvoir faire face aux enjeux qui sont en face de nous dus au changement climatique. Et ce sont bien évidemment les forêts qui sculptent nos paysages français. Il y a 32% de la surface française qui est recouverte de forêts. Avec tout cela, il y a des menaces qui planent sur la forêt française. Bien évidemment, on entend beaucoup parler du changement climatique. Effectivement, on a des événements météo qui sont bien plus violents, bien moins distribués qu'avant. Il y a également un gros sujet de déséquilibre faune-flore dont on entend beaucoup moins parler parce que bien évidemment ça parle aussi de chasse et que c'est un sujet un peu plus polémique en France. Mais si vous demandez aujourd'hui à n'importe quel forestier en France quelle est la plus grosse menace qui plane sur nos forêts, c'est bien la surdensité du gibier qui vient mettre à mal la régénération naturelle des forêts à différents stades de son âge. Les glands se font d'abord manger par les sangliers, puis ensuite ils sont abrutis par les chevreuils, par les cerfs, et une fois qu'ils ont atteint une épaisseur de 5 à 10 cm, les cerfs et les chevreuils viennent frotter leur bois contre et écorcer l'arbre qui vient le tuer. Et malgré tout cela, donc on a une production biologique qui diminue, c'est-à-dire que nos arbres croissent moins vite aujourd'hui du fait d'eau bien moins distribuée et puis de sécheresse un peu plus conséquente. Et malgré tout, on demande de plus en plus à nos forêts. C'est-à-dire qu'on en a besoin pour décarboner l'industrie, on en a besoin pour se chauffer, on en a besoin pour faire de l'électricité, on en a besoin pour faire du carburant maintenant. Donc la demande augmente, mais l'offre commence à diminuer. Aujourd'hui, si vous vous tenez un petit peu informé de la forêt, il y a un modèle de traitement ou de sylviculture qui est le plus répandu, on va dire, qui est majoritaire en France, qu'on appelle le traitement régulier. Alors, très simplement, il s'agit de faire pousser sur une parcelle des arbres de même âge, parfois même de la même essence,
qu'on va venir éclaircir petit à petit au fil des années. Et puis, à la fin, quand il ne restera plus que les gros arbres, on va terminer par une coupe qu'on appelle définitive, que vous avez certainement entendu parler aussi en tant que coupe rase, où là, on va prélever les derniers arbres et puis on va repartir sur un nouveau cycle, soit par régénération naturelle, donc il y aura des choses qui seront arrivées spontanément, soit en replantant derrière quelque chose. Avec tous les effets que ça peut avoir. Hein. D'un point de vue paysager, je pense que ça vous saute un petit peu à l'œil. Il est clair que d'un point de vue des sols, de l'érosion, de l'infiltration des eaux, on n'est pas sur des solutions optimales. Et je vous laisse imaginer ensuite l'état de ces plantations avec un climat qui est en train de changer, bien plus exposé aux aléas météo. Comment vont-ils faire pour survivre, soit aux grosses sécheresses, soit aux gels tardifs, soit aux pluies diluviennes. Donc en plus de ça, on a des taux de reprise qui commencent à diminuer au niveau des plantations. Il faut prendre ces semis un petit peu comme les nouveau-nés, ils ont besoin de protection dans les stades jeunes. Alors qu'est-ce que c'est que la SMCC, la sylviculture mélangée à couvert continu? Comme vous voyez, je ne suis pas ici seulement pour vous vendre des petits oiseaux et des papillons dans la forêt. L'économie a toujours été au cœur des préoccupations de ProSylva. L'économie et l'écologie étaient imbriquées dans le tout premier logo que vous voyez là, qui date un petit peu. D'où l'économocène. Tout à fait. La sylviculture mélangée à couvert continu, c'est donc le principe de base, le couvert continu, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on n'est pas obligé de mettre une forêt au stade rare, de la couper entièrement pour pouvoir prélever du bois de façon régulière. On peut très bien maintenir une forêt. Tout ce petit monde peut cohabiter, on peut mélanger les âges, on peut mélanger les diamètres, on peut mélanger les essences. Il suffit juste de venir chercher les arbres, soit qui vous gênent par rapport à un arbre plus beau, soit parce qu'ils sont mûrs, un peu comme quand vous cueillez les tomates dans votre jardin, vous attendez qu'elles soient rouges. C'est pareil pour les arbres. À un moment donné, quand ils sont gros, quand ils sont beaux, ils sont bons à être pris. Pas tous en même temps, bien évidemment. Et c'est une sylviculture d'arbres, je commence un tout petit peu à en parler, puisque on va s'attarder, lorsqu'on va parcourir une parcelle, à regarder les arbres d'intérêt et à décrire un petit peu ce qui se passe autour, à regarder la dynamique et à attribuer un rôle ou des rôles aux arbres qu'on a devant nous. Pour ce qui est du couvert continu, il y a bien évidemment pas mal d'avantages. En gardant un couvert continu, vous protégez la régénération naturelle, vous maintenez une ambiance forestière, vous maintenez un paysage, vous maintenez un taux d'humidité assez régulier. Il y a des différentiels de température entre le sol et puis le couvert forestier qui sont absolument incroyables, de 5 à 8 degrés. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui permet de préserver une ambiance et puis une température. Et puis on maintient aussi également des habitats pour les animaux. Voilà, et on peut obtenir aussi une régénération naturelle. Ensuite, quand on parle de sylviculture d'arbres, de quoi on parle? Par exemple, là, j'ai quelques illustrations. Vous voyez à gauche donc ce gros Douglas bien droit, bien haut, net de nœuds, qui est un bel arbre producteur, c'est-à-dire un arbre sur lequel on va se dire, celui-ci, c'est une option que je me laisse pour plus tard, une fois qu'il sera prêt à être récolté. C'est un arbre à haute valeur, parce qu'il n'a quasiment aucun défaut. Et c'est sur celui-ci que s'appuie justement l'économie d'une sylviculture mélangée à couvert continu. C'est-à-dire qu'on fait une économie de moyens en intervenant peu, mais souvent, et on va axer la production sur des arbres de très haute qualité. Un autre rôle que peut avoir un arbre dans un autre type de peuplement, par exemple ici, au sein d'un jeune perchis de hêtre, vous avez un gros chêne qui est ici. Alors là, la photo ne montre pas toute la partie du chêne qu'on ne voit pas, mais il peut être aussi un arbre de production, ça peut être un beau chêne qui peut servir de la production, mais si ça ne l'est pas, c'est pas grave. Il sert d'éducateur, il sert de protection à tous ces jeunes êtres-là qui vont demander qu'une chose ensuite, c'est de pousser et de grossir. Sur cette autre photo de gauche, vous voyez un épicéa dans lequel on distingue des cavités.
C'est un arbre sur lequel on va se dire, bon, celui-ci sera peut-être pas producteur, et là il a clairement été habité. Par contre, il va bien évidemment servir de niche à tout un tas d'oiseaux, de petits mammifères, y compris des chauves-souris. Et puis cet arbre-là, si on le conserve, il va mourir de sa belle mort, d'abord sur pied, et ensuite il tombera au sol. Il y a bien plus d'espèces vivantes dans un arbre mort que dans un arbre vivant. Il y a tout un cortège de champignons, d'insectes qui vont venir se succéder, y compris, on se rend de plus en plus compte de l'intérêt du bois mort, du très gros bois mort au sol. C'est celui qui présente le plus d'avantages en termes justement de cortège d'espèces. Et ça peut servir de pompe à eau également pour préserver la ressource eau. Sur la photo de droite, un autre rôle, c'est ce merisier là qu'on voit au milieu d'une hêtraie. Il est clair que plus on complexifie sa forêt et plus on évite de mettre tous ses œufs dans le même panier. Aujourd'hui, plus de la majorité de la forêt française est composée à 75% d'une seule et même essence. Apportons de la diversité, essayons de laisser s'exprimer cette diversité également lorsqu'elle se présente. Donc ça, c'est un autre rôle qu'on peut avoir dans nos forêts pour un arbre. Et donc il y a plusieurs métiers qui sont au cœur de cette sylviculture, mais bien évidemment le premier en question, c'est le gestionnaire, le technicien forestier, et puis tout l'écosystème qui va avec. Le but, c'est d'essayer de remettre aussi de l'humain dans les forêts, d'essayer d'approfondir nos connaissances. Donc on va dire que le gestionnaire ou les gestionnaires sont un petit peu les chefs d'orchestre de ce qui se passe en forêt, de ce qui va être coupé, de ce qui va rester. Mais il faut évidemment aussi des hommes et des femmes pour pouvoir derrière faire du travail fin. Donc des ouvriers sylvicoles, des entreprises de travaux forestiers qui soient qualifiés pour ce type de sylviculture, qui demandent de l'observation, de la technique et puis de la réflexion. Alors, on s'est prêté à l'exercice de qu'est-ce qu'on pourrait faire si jamais on nous donnait les clés législatives et puis tous les moyens financiers pour pouvoir faire en sorte que cette sylviculture pousse un petit peu. Aujourd'hui, on estime qu'elle avoisine les 10-15% des surfaces forestières en France. Donc, on est encore très minoritaire. Bon, bien évidemment, en premier lieu, un retour de l'équilibre forêt-ongulé, je vous en ai un petit peu parlé. On a quand même cette chance d'avoir des arbres qui font de la graine. On a des chances d'avoir des forêts qui se renouvellent d'elles-mêmes. Essayons de cultiver cela et de cultiver toute la diversité génétique qui s'est exprimée pendant des milliers d'années. Puisque ce sont elles qui sont les plus à même de pouvoir répondre aux enjeux climatiques de demain. Intégrer la sylviculture mélangée couvert continu dans la formation initiale, pour le moment, c'est encore quelque chose qui n'est pas hyper enseigné. En tout cas, un meilleur encadrement des coupes rases ou en tout cas essayer de remettre un petit peu les compteurs au même niveau, c'est-à-dire essayer d'orienter les aides vers de l'amélioration des peuplements. En faisant des petites éclaircies et en travaillant au profit de la qualité, on peut maintenir des arbres, on peut uniquement prélever l'accroissement de la forêt sans jamais mettre à mal le capital. Ça, c'est quelque chose qui est dans le fondement de la sylviculture ProSylva. Et vers la production de gros bois de qualité. Soutenir bien évidemment les PME de la filière bois, donc les entreprises de travaux forestiers, la première et la seconde transformation, pour avoir un vrai réseau local au maximum qui soit en capacité de pouvoir valoriser les bois qu'on sort de nos forêts. Aujourd'hui, dans certains terroirs, c'est plutôt la scierie ou la transformation qui est en place qui va aussi un peu influencer la sylviculture. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, les options commencent à se réduire et qu'il faut qu'on soit capable de valoriser ce qu'on est capable de sortir de nos forêts. Prendre en compte les services non marchands, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est pas que du bois, une forêt, c'est plein de choses autour, plein de choses qu'on ne comprend même pas encore, mais qu'on s'évertue. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas, par exemple, Antoine ? Tout ce qui se passe dans les sols, par exemple. On est aujourd'hui capable d'envisager des programmes sur Mars, mais on n'est pas encore capable de comprendre tout ce qui se passe dans les sols. Favoriser la mécanisation légère aussi, on commence à en parler de plus en plus, puisque la mécanisation est de plus en plus lourde, on a de plus en plus de gros engins dans les forêts. Quand ils passent partout dans une forêt, ils vont tasser les sols, et un sol, il est tassé à 80% au premier passage d'une grosse abatteuse ou d'un gros porteur.
Donc, soyons un peu plus raisonnés aussi dans la façon d'exploiter nos forêts. Et puis limiter les situations conflictuelles des gestionnaires en restreignant leurs activités parallèles. Alors ça, c'est plus quand on a effectivement un parti pris dans une scierie, un parti pris dans une pépinière, un parti pris dans de l'exploitation forestière, il est clair qu'à un moment donné, on va plutôt se dire qu'on va aller couper du volume et qu'on va faire fonctionner toute cette machine-là. Bon. Le gestionnaire doit rester en forêt et gérer sa forêt, comme je vous dis, sans jamais la compromettre pour pouvoir toujours en tirer les fruits pour les générations futures. Merci. Alors, après quoi, on terminera par Édouard François, architecture et nature, mais je voudrais les questions. Je te laisse te présenter. François Bouchet, astrophysicien. Vous pouvez dire quelques mots sur le démarrage de votre activité quand il y a eu une coupe rase. Comment on rentre à partir de quelque chose qui est non existant dans un cycle permanent? Il faut 50 ans. Alors nos forêts sont relativement jeunes, mais effectivement, on estime que pour convertir un peuplement à une vraie image d'Épinal d'une forêt mélangée, vivante, etc., il faut entre 50 et 100 ans, ouais, 80-100 ans. Ouais. Une coupe rase, une fois qu'elle est faite, bon, ça dépend comment elle est faite, ça dépend sur quelle station on est, ça dépend de beaucoup de paramètres, beaucoup de conditions, mais une fois qu'elle est faite, même à ce moment-là, il peut y avoir encore de la graine dans le sol, il peut y avoir encore des choses qui viennent spontanément, ce qu'on appelle les essences pionnières, qui peuvent arriver, du bouleau, de l'aune, du charme. Il y a des choses qui peuvent arriver assez rapidement. C'est juste qu'on n'aime pas trop attendre, en fait, et puis qu'on n'aime pas trop laisser la nature faire. Donc, il faut qu'on contrôle et qu'on soit toujours assez maître de la situation. Tu le dis de manière un peu dérisoire, c'est ça? Alors, oui, c'est ça. 25 ans après donc vous êtes contre les règles. Pardon? Il y a des règles qui imposent après une coupe rase de replanter. Et donc il y a une tension, au moins avec la partie législative. De replanter après coupe rase? Si vous achetez un terrain avec une coupe rase, il y a une obligation de replanter. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais en fait, là, le problème principal, c'est que on est dans un système qui institutionnalise la coupe rase, parce qu'on simplifie la sylviculture, on réduit donc au minimum le nombre d'essences, on fait tout bien presque à la règle sur ce qu'on va planter, comment on va le planter, et on essaie de le faire au maximum. Et si vous voulez, d'un point de vue même purement économique, alors je parle même pas d'un point de vue naturel, d'un point de vue biodiversité, mais d'un point de vue purement économique, la coupe rase permet une belle rentrée d'argent parce qu'on coupe les derniers gros arbres qui sont sur la parcelle, et ensuite on sait que les aides de l'État sont là pour pouvoir replanter derrière. Donc en gros, c'est une opération économique qui est très avantageuse. Et c'est ça qui confère cette sorte de système dans lequel on s'engage aujourd'hui, et qui fait que le tout est rentable. Mais si demain, et je fais volontairement la provocation, hein, mais si demain on interdit les plantations, enfin en tout cas on réduit les subventions, ou peut-être même qu'on les annule, de plantations après coupe rase, je peux vous assurer qu'il y aura beaucoup de moins de coupe rase en France. Mais puisque il se trouve que je connais un tout petit peu François, et tu m'avais, et que j'ai une bonne mémoire surtout, mais c'est pas surtout également, tu m'avais parlé des subventions que tu avais touchées, mal à propos, par rapport à des replantations. Tu peux en donner un tout petit exemple parce que c'est sur ta propriété. Bon, c'est simplement que non, justement, les seuls endroits où on pouvait avoir des subventions, c'était justement pour enlever ce qui poussait déjà naturellement. Ben voilà. C'est pour ça que je suis un peu surpris. J'ai découvert avec l'astrophysicien ces problématiques de la forêt où l'incitation, disons, de l'État va exactement dans le mauvais sens. Ça m'a un peu surpris. C'est vrai que ça paraît complètement contre-productif qu'aujourd'hui on se dise on va raser des châtaigneraies ou alors des peuplements de bouleaux ou d'essences qui sont un petit peu moins prisés que du chêne par exemple, qu'on les coupe
alors qu'ils ont déjà 10, 15 ans, qu'ils ont déjà poussé, ils sont sortis, ils sont pas tirés d'affaire, bien évidemment, mais on a déjà quelque chose, et en fait, on se dit que ça, on le met à ras, donc on repart, on vient de couper 15 ans de pousses biologiques sur un terrain en plus, enfin, je veux dire, c'est des arbres qui ont grandi sur ce terrain-là de façon totalement naturelle, pour y replanter quelque chose d'autre. Mais ça fait partie des critères aussi de ce qu'on appelle les peuplements pauvres ou peuplements vulnérables ou peuplements sans avenir. Bon, En somme, on coupe les jambes des orphelins. Bah oui, c'est ça. C'est la réalité. Vous imaginez ça? Vous avez des orphelins, ben non, ils sont pauvres, on coupe les jambes. C'est ce qu'on fait aux châtaigniers. Loin de moi l'idée d'interdire les Châtaigniers coupes rases qui ont en sauvé France, les hein. protestants pendant les guerres de religion. Loin de moi l'idée Quand même. d'interdire les coupes rases, mais en tout cas, de cesser de les faire entrer dans un système. La coupe rase, ça doit rester un outil du sylviculteur qui est là en dernier ressort et pas une partie d'un système qui est fait de cette façon-là. Autrement dit, ce qui est très cher à l'histoire, il n'y a pas de généralisation possible. Et nous sommes dans une société de la généralisation. J'ajoute que s'il y a cette différence, par exemple les haies qu'on ne replante pas, s'il y a cette différence en France entre l'agriculture et la forêt, c'est que l'agriculture, les paysans étant libres depuis un certain temps, ils n'étaient plus en servage, l'agriculture, elle est représentée par un monde qui est, au fond, le monde qui n'est pas celui des seigneurs. La forêt était la propriété des seigneurs. Et aujourd'hui, elle est même une marque, je connais. Mais de fait, la forêt aujourd'hui et le champ ne marchent pas ensemble en France à cause de cet héritage du paysan et du seigneur. Hein, et ça, le roi Ladurie l'aurait dit et me le disait, en tous les cas. Il me disait, voilà, la France n'arrive pas à... Le passé étant le passé, n'arrive pas à s'en séparer.